Bonsoir à tous et pardon pour ce léger retard. Je suis Anne Coffinier et j'ai le plaisir ce soir de faire ce Facebook Live au titre de Créer son école Éduc France. Alors quelques mots, Créer son école Éduc France, c'est comme vous savez certainement une association qui depuis 15 ans accompagne les créateurs et les directeurs d'écoles complètement libres et défend plus largement la liberté d'enseignement. Et tout récemment, nous nous sommes beaucoup mobilisés à la fois pour le droit des élèves à passer le bac hors contrat dans les mêmes conditions que les autres, mais aussi nous sommes beaucoup mobilisés sur la loi sur le séparatisme, appelée aussi la loi confortant les principes de la République, pour essayer d'obtenir le respect de la possibilité des parents de faire l'instruction en famille, et aussi éviter des dispositions trop restrictives, justement, pour les écoles privées hors contrat. Alors, ce soir, donc, j'aurai à mes côtés deux personnes avec lesquelles je travaille étroitement. D'une part, maître Hugues de Lacoste-la-Raymondy, qui est avocat et qui travaille souvent avec Créer son école, qui a gagné récemment plusieurs recours, notamment des recours en référé. J'en citerai qu'un auquel je pense, qui est un recours contre la mairie de Paris, qui s'opposait à l'ouverture d'une école parce que cette école n'avait pas d'espace extérieur. Et donc son succès a permis d'assurer l'ouverture de cette école. Et puis il a fait toute une partie des recours, notamment sur le baccalauréat. Vous savez qu'on a pu obtenir que les enfants, ou plutôt les lycéens, passent leur bac dans les mêmes conditions que les autres. Alors ça a été un ensemble d'actions, il n'y a pas eu que le recours, mais le recours est bien sûr à contribuer, surtout que c'était une sorte de class action, une sorte de retour de recours de masse. Et de mon autre côté, sachant que nous échangerons pour parler alternativement, il y a Pierre-Hugues Barré, le juriste de Créer son école, qui est aussi professeur, qui enseigne aussi à Sciences Po et qui a publié un certain nombre d'études sur le droit de l'éducation. Alors, nous avons décidé d'abord d'aborder la question plutôt de ce qui change avec à la fois la loi du 23 juillet 2021 et la décision du Conseil constitutionnel publiée le 13 août 2021. Donc, qu'est-ce qui change très concrètement à cette rentrée pour les écoles hors contrat et pour les personnes qui veulent pratiquer ou qui pratiquent l'instruction en famille. Alors nous allons commencer par les écoles hors contrat, où le cas est plus simple. Une petite présentation de ce qui change, un point fait par Maître de Lacoste-la-Raymondy sur les dimensions contentieuses, et puis nous prendrons vos questions pour pouvoir répondre de manière la plus interactive possible qui soit aux questions qui sont les vôtres. Donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à faire des questions bien synthétiques pour que nous faciliter la tâche. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions par mail. Donc nous essaierons de les traiter en les lisant pas forcément, mais en les traitant sur le fond. Et si jamais il y a des questions que nous n'avons pas pu traiter, je vous invite vraiment à nous envoyer, à nous les écrire à contact@créer-son-école.com de manière à ce que nous puissions y répondre ultérieurement. Alors, quelques aspects très simples. Si on se focalise sur la question de ce qui a changé pour les écoles privées hors contrat avec cette loi séparatisme, eh bien, il y a eu, si on fait simple, absolument presque aucun changement pour les conditions d'ouverture. Par contre, quand l'école est en vie, désormais, si c'est demandé, l'école devra donner des documents en matière de transparence financière et budgétaire. Et puis, l'autre grande modification, c'est qu'il y a une pénalisation accrue des responsabilités des directeurs, qui sont exposés quand même à une épée de Damoclès assez conséquente en cas de non-respect aux yeux de l'administration de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Et le dernier point qui est le plus important et qui engage le plus de changements concrets, c'est la transformation regrettable à nos yeux
du régime de fermeture des écoles privées hors contrat, puisque nous passons du régime actuel, qui est un régime qui dépend de la décision du juge judiciaire, à un régime où l'administration juge et décide elle-même de fermer l'école, qu'on appelle un régime de fermeture administrative. Et donc, Pierre-Hugues Barré y reviendra, ça n'offre pas les mêmes garanties de protection des droits, naturellement. Donc, je cède la parole à présent à Pierre-Hugues Barré, le juriste de Créer son école, pour qu'il vous présente plus précisément ce qui change pour les écoles privées hors contrat. Et puis, dans le même temps, je lis vos commentaires et vos questions pour pouvoir y répondre. Merci Anne pour cette introduction. En ce qui me concerne, je me bornerai à être descriptif et à évoquer les changements que cette loi confortant le respect des principes de la République, qui a été promulguée il y a seulement quelques jours, ce qui change à propos des établissements hors contrat, des établissements scolaires hors contrat. Il se trouve que cette loi, dont le titre exact est Loi confortant le respect des principes de la République, consacre une dizaine d'articles à la question de l'enseignement au sens large. Comme ça a été dit, cette loi n'induit aucune modification, uniquement de manière incidente, mais aucune modification substantielle du régime d'ouverture de ces établissements, qui demeure, par voie de conséquence, sous l'empire de la loi Gatel de 2018. Quant aux modifications durant la vie de l'établissement, elles sont de faible ampleur également. Je vais les détailler un peu plus loin, mais ça concerne quasi exclusivement la question de la communication annuelle des effectifs à l'administration. Comme vous le savez, jusqu'il y a très peu, c'est-à-dire jusque cette année, vous pouviez n'envoyer, ou vous deviez n'envoyer que durant les 15 premiers jours du mois de novembre au rectorat la liste de vos enseignants ainsi que leurs titres et diplômes, ou le cas échéant leur dérogation. Désormais, vous devez envoyer chaque année au rectorat les noms de l'intégralité de votre personnel, et donc plus seulement le personnel enseignant. Et l'autre élément qui change durant la vie de l'établissement concerne les ressources. L'administration pourra, je vais vous l'expliquer dans un instant également, vous demander en cours d'année, pourra contrôler l'état des ressources de l'établissement. Le changement le plus net depuis la loi dite loi sur le séparatisme se trouve à l'article 53 de la loi, qui modifie nettement les règles de fermeture des établissements. Et le changement le plus important concerne le transfert de la compétence du juge judiciaire à l'autorité administrative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le législateur a souhaité pallier la lenteur d'une décision de justice pour fermer un établissement scolaire. C'est-à-dire que pour qu'un établissement soit fermé, il fallait la décision d'un juge judiciaire. C'était souvent après, mettons, 1 an et demi après le début des poursuites. Donc effectivement, la fermeture administrative est plus rapide, mais cette rapidité entraîne une perte de garantie pour l'établissement, puisque quand il était face à un juge, il était face à quelqu'un de neutre, quelqu'un d'impartial, et puis la décision du juge était prise à l'issue d'un débat contradictoire. Le fait de permettre, et je vais expliquer de quelle manière, au préfet de fermer l'établissement fait que le préfet déjà est moins neutre, puisque le préfet, depuis la loi Gatel, fait partie des 4 autorités qui peuvent s'opposer à l'ouverture d'un établissement scolaire. Donc il est déjà en quelque sorte partie prenante pour la création de l'établissement, et désormais il peut également le fermer. En outre, parmi les quelques autres modifications, il est possible de fermer sans délai les locaux non déclarés, ou les locaux qui accueillent une école qui n'aurait pas dû ouvrir puisqu'elle a fait l'objet d'une opposition d'une des 4 autorités, c'est-à-dire le préfet, le procureur, le maire ou le recteur, sachant que l'opposition d'une seule des 4 autorités au stade de l'ouverture de l'école suffit à bloquer le projet. En outre, et j'en parlerai de manière un peu plus précise, l'entrave aux inspections, le fait de refuser une inspection qui est diligentée le plus souvent par le rectorat, mais pas exclusivement, le fait pour un établissement scolaire hors contrat de s'opposer à une inspection entraîne la fermeture de l'établissement par le préfet et des sanctions plus sévères, sans pour autant que l'entrave soit définie dans la loi.
En outre, l'article 54, qui est un article auquel le gouvernement s'est opposé, qui a été introduit dans la loi par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit l'incapacité de diriger ou d'être employé dans un établissement scolaire pour toute personne inscrite au fichier des infractions terroristes. Ce qui suppose néanmoins que l'employeur, c'est-à-dire l'établissement, ou le rectorat, ou éventuellement les deux, ait connaissance avant l'embauche que ladite personne est fichée sur ce fichier. Or, cette information, ni le rectorat ni l'école ne l'ont. Ça a fait l'objet d'une question parlementaire et puis aussi d'un certain nombre de... Enfin, l'association Créer son école avait saisi le garde des Sceaux ainsi que le ministre de l'Intérieur pour connaître leur position sur ce sujet. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse à ma connaissance, hélas. Toutefois, sachez que cet article existe. J'ajoute qu'aucune des dispositions de la loi qui concernent les établissements hors contrat n'ont été posées, contestées devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi des dispositions qui concernent les établissements privés hors contrat. Il y a donc dans cette décision du Conseil constitutionnel, dont nous parlerons, Hugues de Lacoste-Larimondi et moi-même, plus précisément pour la question de l'enseignement de l'instruction en famille, dans cette décision du Conseil constitutionnel, par exemple, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition. Il a censuré la disposition selon laquelle un refus de titre de séjour ne peut pas être fondé sur le fait que la personne étrangère, lorsqu'elle demande un titre de séjour ou lorsqu'elle demande le renouvellement d'un titre qu'elle avait déjà obtenu préalablement, si cette personne manifeste un rejet des principes républicains, ce seul motif ne peut pas permettre le refus de titre. Au motif, d'après le Conseil constitutionnel, que ces dispositions sont insuffisamment précises et ne respectent pas l'exigence d'intelligibilité de la loi. Pourtant, c'est une expression plus large encore qui s'applique à la fermeture des établissements privés hors contrat. Puisque selon un article du Code de l'éducation, l'article L131-1-1, qui liste notamment l'objet du droit de l'instruction, il est notamment question des valeurs de la République, ce qui est donc encore plus large que les principes républicains, il est question des valeurs de la République, et l'article 53 de la nouvelle loi prévoit que lorsque l'enseignement n'est pas conforme à cet objet, eh bien les autorités adressent au directeur de l'établissement une mise en demeure qui peut déclencher une fermeture de l'établissement. Ainsi, la notion de valeur de la République devient opératoire s'agissant du contrôle des enseignements dispensés dans les établissements hors contrat et, en cas de manquement, peut fonder une fermeture de l'établissement. Les nouvelles dispositions qui concernent le hors contrat s'appliquent dès septembre, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas de décret d'application qui est prévu. En revanche, en ce qui concerne les dispositions pénales, les sanctions pénales à l'endroit des directeurs, etc., d'établissements sont aggravées. La loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif puisque la loi pénale plus sévère n'a pas d'effet rétroactif. Donc s'il y a des procédures qui sont déjà mises en œuvre aujourd'hui, eh bien c'est sous l'empire de la loi antérieure que le directeur qui, par exemple, n'a pas respecté une mise en demeure sera jugé. Alors, quelles sont les nouvelles obligations qui s'adressent aux établissements hors contrat ? Les établissements, désormais, doivent communiquer chaque année au rectorat, je l'ai dit, le nom du personnel, de l'intégralité du personnel, et non pas seulement des enseignants comme avant, le nom du personnel ainsi que les pièces qui attestent de leur identité, de leur âge et de leur nationalité. Et pour les enseignants, leur titre et diplôme. Les conditions seront fixées par décret, donc on verra si la date de la première quinzaine du mois de novembre est maintenue. En outre, à la demande du préfet ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé doit fournir, à nouveau dans un délai et selon des modalités qui seront fixées par décret, je précise que le décret n'a pas encore été pris. Donc à la demande du préfet ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé devra fournir les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement. Et ce, donc à la simple demande du préfet ou du recteur, il n'est pas prévu que le préfet ou le recteur doivent motiver leur demande. Motiver sa demande, c'est-à-dire l'argumenter. Dire pourquoi est-ce qu'on demande à tel établissement de justifier, d'envoyer ces documents budgétaires et comptables et financiers et de préciser l'origine, le montant
et la nature des ressources de l'établissement. Donc, sauf si le décret se met à prévoir qu'il faut motiver la demande, mais c'est peu probable, le recteur et le préfet pourront demander cela sans avoir à argumenter. Le plus gros changement concerne les mises en demeure. Les motifs permettant la mise en demeure sont étendus et les conséquences du non-respect de la mise en demeure sont beaucoup plus graves. Concrètement, l'établissement privé hors contrat peut être mis en demeure dans 5 cas de figure. Les cas de figure sont les suivants, vous les retrouverez dans la loi. Le premier, c'est s'il y a un risque pour l'ordre public, la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs dans l'établissement. Donc s'il y a ce risque-ci, vous pouvez être mis en demeure. Le deuxième motif possible pour la mise en demeure, c'est l'insuffisance de l'enseignement. C'est-à-dire si l'élève si des élèves concernés ne peuvent pas acquérir le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Le troisième motif pouvant justifier une mise en demeure, c'est le manquement en matière de contrôle de l'assiduité des élèves. Donc ça, c'est une nouveauté. Concrètement, ça veut dire que si vous ne faites pas l'appel, ou si vous ne faites pas suffisamment l'appel, c'est-à-dire qu'il faut le faire au minimum chaque demi-journée, si vous ne faites pas l'appel, eh bien vous pouvez être mis en demeure et par la suite, l'établissement peut être fermé si vous continuez de ne pas surveiller l'assiduité de vos élèves. Par voie de conséquence, je vous rappelle, à titre informatif, que si au moins 4 demi-journées dans le mois, un élève est absent sans excuse valable ni motif sérieux, j'ai pas dit sans excuse ni motif, j'ai dit sans excuse valable ni motif sérieux, il faut entreprendre, alors c'est un peu de la novlangue, mais il faut entreprendre une action en direction auprès de l'élève, des personnes responsables de l'élève, ou les deux. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut laisser des traces, mettre un mot dans le carnet, demander la réalité du motif de l'absence de l'élève, etc. L'idée, c'est qu'une école n'est pas à la carte. Le quatrième et avant-dernier motif pour la mise en demeure, c'est si le directeur ne remplit pas les critères légaux permettant son recrutement, ou s'il n'y a pas de directeur, en cas de vacance du directeur, sans que la vacance soit précisée, puisque une vacance est possible si le directeur démissionne, est licencié, meurt ou que sais-je encore. Donc, bon, en cas de vacance du directeur, une mise en demeure est possible. Et le cinquième et dernier critère, c'est si la demande de changement de locaux n'a pas été effectuée. Et je rappelle à ce titre que la demande de changement de locaux concerne également l'extension d'un bâtiment déjà existant et pas seulement le déménagement pur et simple d'un établissement. Alors si, et c'est la conséquence de la mise en demeure, s'il n'a pas été remédié à ces manquements après l'expiration du délai fixé, étant entendu que le délai est fixé, semble-t-il, unilatéralement par l'administration, le préfet, par arrêté, prononce la fermeture de l'établissement. C'est-à-dire que vous avez une mise en demeure pour un des 5 motifs que j'ai indiqués, et vous avez un délai pour y remédier. On vous dit par exemple, on a constaté qu'il y avait des manquements dans le contrôle de l'obligation scolaire, vous avez 1 mois pour vous mettre pour tenir les registres de manière plus rigoureuse ou quelque chose comme ça. 1 mois après, il y a par exemple une seconde inspection, et si les inspecteurs considèrent que la mise en demeure n'a pas été respectée, eh bien, ils demanderont au préfet, enfin, via le rectorat, ils demanderont au préfet de prononcer par arrêté motivé la fermeture de l'établissement. Fermeture qui peut être temporaire ou définitive, mais il est possible que le préfet choisisse une fermeture définitive. Et il en informe le maire de la commune. Et le dernier point que je voulais aborder avant de céder la parole à Hugues de Lacoste-Laraymondi, c'est qu'en cas de refus d'inspection, c'est pas une mise en demeure, un délai, etc. En cas de refus d'inspection, c'est la fermeture immédiate de l'établissement. C'est probablement, en ce qui concerne les établissements hors contrat, le plus grand changement, puisqu'auparavant, en cas de refus d'inspection, ce que faisait le rectorat, c'est que s'il considérait que ce refus était constitutif d'un délit, il prévenait le procureur, et le procureur pouvait mener une enquête, classer sans suite, le procureur était libre. Là, en revanche, en cas de refus de se soumettre à une inspection, ou en cas d'obstacle au bon déroulement de l'inspection, l'établissement est fermé par le préfet, à nouveau de manière temporaire ou définitive, sans mise en demeure préalable. Et ça peut être un peu inquiétant dans la mesure où ce que signifie la définition de l'obstacle au bon déroulement d'une inspection connaît une certaine largesse. On se souvient peut-être d'un vademecum qui avait été pris à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, qui n'avait aucune valeur juridique, mais qui définissait de manière très large
ce que constituait un refus d'inspection. C'était par exemple le refus de laisser accéder à l'établissement à un seul membre de l'équipe d'inspection, même s'il y avait 15 membres. C'était le fait de ne pas laisser accéder à certaines dépendances de l'établissement, de ne pas laisser les inspecteurs accéder à ces dépendances-là. C'était à l'époque considéré comme un refus d'inspection. Donc bon, on verra. Sachez que, en tout cas, puisque c'est une décision administrative, elle est toujours contestable. Vous pouvez aller au contentieux, vous pouvez contester les décisions qui sont prises, vous pouvez contester les mises en demeure, etc. Et sur ce point, je vais céder la parole à Maître Hugues de Lacoste-Laraymondi. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais dire d'abord très simplement que je suis très honoré de prêter mon concours à Madame Coffinier, à sa noble cause de défense de l'école hors contrat, et à collaborer avec Monsieur Barré, qui est un éminent professeur de droit constitutionnel et qui prête lui aussi son concours juridique à cette cause. En un mot, et je pense que vous êtes tous convaincus de ça, sinon vous ne seriez pas là ce soir, tout ça nous importe parce que c'est fondamental, puisqu'il s'agit des enfants, c'est-à-dire de ce qui nous est le plus cher, et de leur éducation, c'est-à-dire de ce qui leur importe plus, et qui donc nous importe le plus à nous aussi. Alors moi, comme avocat, j'interviens régulièrement dans des litiges que rencontrent les gens qui créent des écoles ou qui dirigent des écoles, soit au moment où ils veulent les ouvrir, soit quand ces écoles sont déjà ouvertes, mais qu'elles se retrouvent en litige avec l'administration. Alors, très simplement, il y a deux grands types de contentieux auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat. C'est à leur naissance, quand ils ouvrent, et il peut y avoir là une décision, vous avez peut-être été confronté à ça, d'opposition à l'ouverture de l'établissement. Alors c'est embêtant parce qu'il ne va même pas pouvoir naître, votre établissement, et donc avant même qu'il soit en vie, il doit déjà se battre pour exister. Alors les oppositions peuvent venir, vous le savez sans doute tous, du préfet, du maire, du recteur d'académie ou du procureur de la République. Les oppositions les plus courantes viennent du recteur ou du maire. Alors ça donne lieu à des contentieux. Alors là, je vais vous dire des choses très simples. Je m'adresse à ceux qui sont sur le point d'ouvrir ou à ceux qui vont déclarer une ouverture l'année prochaine. Il faut bien savoir et seulement garder à l'esprit que s'il y a une décision d'opposition qui vous empêche donc de naître, qui empêche l'établissement d'exister, elle sera notifiée par écrit. Elle ne sortira pas d'un chapeau comme ça, elle sera notifiée par lettre recommandée, par écrit, du préfet ou du maire ou du recteur ou du procureur de la République. Et elle sera envoyée à celui qui avait déclaré l'ouverture de l'établissement. Et là, il faut que celui ou celle qui a déclaré sache bien qu'il a un recours. On est dans un pays de droit, ça s'appelle l'état de droit. On peut saisir un juge d'une décision qui vous fait grief, c'est-à-dire qui vous cause un tort. Même si elle est présumée légale, cette décision peut être contestée, et aussi curieux que ça puisse paraître, les justiciables ont souvent du mal à le comprendre, mais ça n'est pas un paradoxe. Il est tout à fait possible qu'une autorité administrative prenne une décision illégale. Alors même que vous pensez tous, et que nous nous attendons tous à ce qu'une autorité administrative applique la loi, eh bien elle peut néanmoins prendre une décision illégale. Et sa décision, en l'occurrence d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat, peut être déclarée illégale par un juge. Alors, pour ce faire, il faut aller voir un avocat. C'est pas obligatoire, on peut présenter un recours sans avocat, mais c'est une matière technique, difficile, et il vaut mieux, sur le fond comme sur la forme, recourir au savoir-faire des avocats. Voilà. Et celui qui vous parle prêche, évidemment, pour sa paroisse à cet instant-là. Donc, on peut faire un recours. On peut faire un recours gracieux. En un mot, il s'agit de demander gracieusement à l'autorité qui a pris la décision de bien vouloir la rapporter, en lui démontrant qu'elle est illégale, par des arguments de droit, de diverses natures et de différents degrés.
On peut aussi saisir directement le tribunal administratif. Alors là, je donne tout de suite des petites indications pratiques et concrètes. C'est très intéressant de saisir le tribunal administratif, mais c'est très peu utile en pratique quand on veut ouvrir une école pour une raison très simple, qui est que le tribunal administratif en France statue en moyenne, c'est-à-dire rend un jugement en moyenne au bout de 14 mois. Alors évidemment, vous aurez compris immédiatement qu'il n'est pas très utile si vous avez déclaré l'ouverture d'une école au mois de septembre à laquelle fait opposition une des 4 autorités que je citais tout à l'heure fin août. Il n'est pas très utile d'aller saisir le tribunal administratif qui vous dira peut-être que vous aviez raison un an plus tard, mais entre-temps vous n'aurez pas ouvert votre école. Il y a donc des procédures d'urgence. Et c'est ça que votre serviteur pratique régulièrement, pas plus tard encore qu'il y a 48 heures devant 2 tribunaux administratifs en France. On fait donc un référé. Alors, il y a 2 types de référés, mais je passe. Mais en tout cas, ce sont des procédures d'urgence qui répondent donc aux besoins que celui qui vient de déclarer l'ouverture d'une école éprouve devant une opposition à l'ouverture de l'école. Il a déclaré l'ouverture, on s'oppose à l'ouverture, il ne peut pas ouvrir, à peine de délit pénal, donc il est obligé de réagir et de faire suspendre ou annuler la décision. Il faut qu'il le fasse vite, il va avoir un avocat et qui intente un référé. Voilà, ça c'est le premier type de contentieux. Mais une fois que votre école est née, et qu'elle a grandi, qu'elle existe, et que vous savez tous, elle est contrôlée. Et quand elle est contrôlée, elle peut se voir menacée de ne plus exister. Elle a eu du mal à naître, elle est née, mais elle peut aussi mourir. Voilà, au sens figuré. Car après un contrôle, diligenté par le rectorat, celui-ci peut estimer sur la foi du rapport des inspecteurs d'académie que, pour faire court, l'éducation, l'instruction obligatoire n'est pas assurée, et donc le recteur d'académie, concrètement, envoie au directeur de l'établissement, peut-être que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ça, une lettre où doit figurer impérativement les 3 mots « mise en demeure », soit dans l'objet de la lettre, c'est-à-dire avant le début même du texte de la lettre, soit dans le corps de la lettre, où à un moment, il faut quand même que le recteur écrive « Par conséquent, dans ces conditions, vu les constats, je vous mets en demeure de ». Alors ils mettent en demeure de 2 choses possibles. Ils mettent en demeure de s'expliquer, c'est-à-dire de répondre aux critiques. Et ils mettent en demeure, ils mettent en demeure de se conformer, c'est-à-dire de remédier à des défauts ou à des manquements. Alors si vous êtes confronté à ça, évidemment il faut répondre. Parce que si vous ne vous expliquez pas, si vous ne vous conformez pas, alors si vous ne vous expliquez pas dans un premier temps, dans le délai qui vous est imparti pour vous expliquer, c'est écrit en toutes lettres, vous risquez des poursuites. Donc vous êtes obligé de vous expliquer. L'administration vous demande de vous expliquer, il faut vous expliquer. Là, vous pouvez tout à fait être capable de vous expliquer vous-même, ça dépend des reproches qui vous sont faits. Mais il est assez recommandé de recourir au conseil et au service d'un avocat qui fait ça régulièrement, ce qui est mon cas, mais il y en a d'autres, dans d'autres villes de France. Il suffit d'interroger l'association qui vous le dira. Et il faut s'expliquer, alors là c'est un peu subtil, en disant qu'on accepte de s'expliquer, mais qu'on n'a pas à se conformer peut-être. Donc là, il y a une appréciation à porter sur les constats faits par les inspecteurs d'académie, sur les griefs que fait donc le recteur et qui vont conditionner la suite des événements. Mais sachez bien que la décision de mise en demeure, de s'expliquer et de se conformer peut elle-même d'ores et déjà être contestée. On peut faire un recours gracieux contre une décision de mise en demeure du recteur en disant qu'elle est illégale, et c'est l'avocat qui trouvera les arguments de droit pour démontrer qu'elle est illégale. Et ensuite, si jamais, après une deuxième visite, l'académie dit que vous ne vous êtes pas conformé, et qu'à ce moment-là, elle met en demeure l'établissement d'inviter les élèves à s'inscrire dans des établissements d'enseignement public ou privé sous contrat, on peut également contester cette décision. Et les parents
qui seront individuellement mis en demeure aussi d'inscrire leurs enfants dans un délai de 15 jours, c'est très court, dans un établissement public ou privé sous contrat, en cours d'année, peuvent également contester cette décision. Voilà. Donc on peut tout contester, il y a des recours contre tout. Alors après ce petit tableau rapide, j'en viens à vous dire concrètement que cette année, avec la nouvelle loi, ce qui peut vous arriver de plus ennuyeux, c'est ce qu'a évoqué et introduit M. Barré à l'instant, c'est la fermeture. Vous avez ouvert, vous êtes né, vous existez, mais vous êtes menacé de mourir, c'est-à-dire de fermer. Alors, il y a deux grandes catégories de fermeture. Je dis ça sous l'angle de l'avocat, sous l'angle des recours, car c'est ça qui vous intéresse. Que pourrais-je faire si je ferme ou si on me dit que je dois fermer? Il y a des recours systématiques. Alors, il y a les fermetures sans mise en demeure. C'est-à-dire qu'on ne vous prévient pas. On vous écrit que vous devez cesser d'accueillir des élèves ou que vous devez fermer et que vous devez fermer les locaux. Et ça, on le fait dans deux cas. On le fait si vous avez accueilli, c'est-à-dire matériellement, concrètement, ouvert les locaux aux enfants et commencé la classe. Si vous avez fait ça sans déclarer l'ouverture d'un établissement, c'est-à-dire que vous êtes comporté comme des clandestins, quoi. Alors évidemment, là, le préfet vous écrit et il vous ferme. Vous pourrez contester. Vous avez le droit de contester. Mais si effectivement vous avez ouvert alors que vous n'avez pas déclaré, la contestation va être difficile. Le deuxième cas, qui ressemble un peu à celui-là, toujours de fermeture sans mise en demeure préalable, vous recevez une lettre qui vous dit « vous fermez ». Vous pourrez contester, mais ce sera difficile aussi. Ce deuxième cas, c'est la fermeture d'un établissement qui a ouvert alors que le délai d'instruction de la déclaration d'ouverture n'est pas achevé. Vous savez que quand vous déclarez l'ouverture, on vous répond, le recteur vous répond qu'il a 3 mois pour instruire votre dossier quand il est complet et qu'il a 3 mois donc pour s'opposer. Si vous n'attendez pas les 3 mois qu'il a lui pour s'opposer à l'ouverture et que vous ouvrez sans attendre sa permission, pour faire court, ben vous tombez dans un cas que la nouvelle loi prévoit qui permet au préfet de vous fermer puisque vous n'aviez pas le droit d'ouvrir. Voilà, ce deuxième cas ressemble au premier. Alors après, il y a les fermetures, et la presse en a beaucoup parlé, et c'est ce qu'a dit M. Barré, et c'est ce qui change beaucoup. C'est cette fermeture décidée par le préfet, mais avec mise en demeure, je vais y venir, dans des cas qui sont plus larges que les cas, je dirais, évidents que je viens de citer, le clandestin qui ouvre sans avoir déclaré qu'il allait ouvrir, et le récalcitrant qui décide d'ouvrir sans qu'on lui ait donné la permission. Voilà. Alors là, c'est plus compliqué. La fermeture après mise en demeure, dans plusieurs cas prévus par la loi que je passe, celle-là donnera lieu à 2 recours possibles. Concrètement, ce qui peut se produire, c'est que le préfet estime que vous êtes dans un des cas prévus par la loi, il vous écrit en vous mettant en demeure de fournir des explications sur les 4 ou 5 cas de manquement prévus par la loi. Je ne le détaille pas, sauf si quelqu'un veut qu'on les détaille un peu et il nous enverra une question. Mais il met en demeure. Je peux contester la mise en demeure. Je fais une lettre, un recours gracieux auprès du préfet, disant, vous n'avez pas le droit de me demander de m'expliquer par ça, vous vous êtes trompé, c'est une erreur, j'avais envoyé la pièce, mon directeur a bon diplôme, les locaux sont bien. On conteste. Et puis, si jamais la contestation de la mise en demeure n'aboutit pas, le préfet prend un arrêté motivé. Un arrêté, c'est quelque chose de formel, c'est une décision du préfet qui vise des textes et par laquelle il conclut « j'ordonne la fermeture ». Là, encore, recours. Recours gracieux, on écrit au préfet, on lui demande gracieusement de bien vouloir rapporter son arrêté en lui démontrant qu'il est illégal. Ou alors on va directement au tribunal administratif, c'est-à-dire devant le juge. Et on dit, monsieur le juge, l'arrêté du préfet me paraît illégal pour telle et telle raison. Tout ceci pour vous dire et vous rassurer en disant, si la loi a restreint, si la loi durcit,
si la loi rend l'existence et le fonctionnement des établissements hors contrat un peu plus compliqués qu'avant, néanmoins, vous n'êtes pas démunis. Vous avez toujours la protection de la loi, et la meilleure protection de la loi, c'est celle que donne le juge. Voilà, vous avez des recours systématiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'essentiel, c'est-à-dire cette possibilité qu'a le préfet de fermer un établissement scolaire. Je ne peux pas être plus concret parce qu'il faudrait voir le moment venu les motifs qui seraient invoqués, mais ce qu'il faut que vous sachiez, qui est le plus important pour vous, c'est que vous n'êtes pas dépourvu de recours et vous ne serez donc pas démunis. Voilà. Alors, maître, ne partez pas. Vous avez une question qui mérite une réponse orale et qui est une question qui nous est souvent posée. Lorsque des personnes qui font l'instruction en famille veulent envoyer dans une école hors contrat pour quelques heures pour favoriser la sociabilisation, par exemple, des enfants, comment ça peut se faire dans un cadre rigoureux pour qu'on n'accuse pas ces gens finalement de faire une sorte de scolarisation clandestine et pour qu'on les accuse pas d'être à cheval entre deux régimes, le régime d'instruction en famille et le régime du hors contrat. Comment faire ça? Prenons par exemple 5 heures par semaine, des enfants IES qui seraient quand même déclarés en IEF, mais qui vont faire quelques heures dans une école hors contrat. On nous signale notamment qu'un des intérêts de ça, outre la socialisation des enfants, c'est aussi d'apporter un apport financier à ces écoles hors contrat, puisqu'il pourrait y avoir une cotisation financière de ces familles qui y trouveraient leur compte, tout en assumant à titre principal la responsabilité au titre de l'IEF. Est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? Eh bien, je dois avouer que je n'ai pas la réponse. Et qu'il faudrait que je fasse une petite vérification dans les textes, parce que, de mémoire, la nouvelle loi du 24 août dernier, publiée au journal officiel avant-hier, prévoit en matière d'instruction en famille une pénalisation en cas de déclaration d'instruction en famille, mais de fréquentation d'un établissement d'enseignement. J'ai ça en tête, et je préfère dire franchement à celui ou à celle qui vient de poser cette question, pour ne pas lui répondre quelque chose d'erroné ou qui lui serait inutile, qu'il faudrait que je fasse une petite vérification. Voilà. Alors on pourrait envoyer la réponse dans les 2-3 jours. Voilà ce que je peux proposer. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, une autre question de Cécile. Le motif insuffisance de l'enseignement n'est-il pas trop vague? Les inspecteurs n'étant pas formés aux pédagogies alternatives, comment peuvent-ils se prononcer sur cet aspect? Quid de la liberté pédagogique? Puisque dans les motifs de fermeture, il peut y avoir, c'est ça, insuffisance de... dans les motifs de la mise en demeure, il peut y avoir insuffisance de l'enseignement. Donc, est-ce qu'il y a une source de difficulté là-dedans, puisqu'il y a une forte marge d'appréciation là, de l'administration? J'ai pas entendu le début de la question, j'étais en train d'écrire la question précédente à laquelle il faut que je réponde. Est-ce que la question concerne bien quelqu'un qui est en instruction en famille? Oui, instruction... Ah. Non. Là, nous sommes dans le cadre d'une école hors contrat, et dans les motifs de mise en demeure avant fermeture, il y a insuffisance de l'enseignement. C'est des motifs pour pouvoir faire mise en demeure. Et donc, ce motif inquiète, et la question émane d'écoles type démocratique, et donc forcément un enseignement qui n'est pas très similaire à l'enseignement très structuré, ou théoriquement très structuré, de l'éducation nationale. Alors, oui, la loi nouvelle dit qu'en effet, le recteur, le procureur, le maire ou le préfet peuvent adresser au directeur d'un établissement une mise en demeure. Alors le texte dit de mettre fin, et il y a une énumération. Alors il peut être mis en demeure de mettre fin aux insuffisances de l'enseignement. C'est l'objet de la question. Aux insuffisances de l'enseignement lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Alors, d'abord, mon premier réflexe et le premier conseil que je peux donner au directeur d'établissement qui s'inquiète sur ce point, c'est qu'il reçoit une mise en demeure. Comme je l'ai indiqué avant, une mise en demeure peut donner lieu à un recours. C'est-à-dire qu'au lieu de se défendre sur l'objet de la mise en demeure, c'est-à-dire je vous mets en demeure de mettre fin
à l'insuffisance de l'enseignement. Au lieu de se défendre ou d'expliquer je vais mettre fin aux insuffisances, c'est de contester les insuffisances. Et je crois que c'est bien la question qui est posée. Alors comment contester les insuffisances? Alors là, franchement, je peux pas donner une recette comme ça. Pourquoi? Parce que l'objet de l'instruction obligatoire tel qu'il est défini par la loi, il fait 15 lignes, c'est plein de principes et d'objectifs larges qui sont pas précisément définis. Donc le meilleur conseil que je puisse donner devant une mise en demeure de mettre fin à une insuffisance d'instruction, franchement, c'est de consulter un avocat. Car il faudra répondre à la mise en demeure et discuter âprement, point par point, les insuffisances de l'enseignement. Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est que si la mise en demeure vous dit « Je vous demande de mettre fin aux insuffisances de l'enseignement dans votre établissement », alors là, il faut répondre que la mise en demeure n'est pas caractérisée. Parce qu'on doit vous dire évidemment, et c'est du bon sens, en quoi l'enseignement est insuffisant. Et donc ils doivent s'appuyer sur des constats. Or, voilà ce qu'on peut dire d'avance, il est bien évident que pour qu'il y ait des constats, il faut qu'il y ait eu un contrôle. Alors il faut prendre la notification des résultats du contrôle. Mais si vous recevez, de but en blanc, une lettre d'une autorité, du préfet ou plutôt du recteur, qui vous dit, je vous mets en demeure de mettre fin aux insuffisances de votre enseignement, s'il y a eu un contrôle avant, il faut vérifier ce qui était reproché dans le contrôle, et qui mieux d'abord que le directeur de l'établissement peut savoir si ce qui lui est reproché est fondé ou pas. C'est lui qui connaît son établissement, c'est lui qui connaît ses professeurs, c'est lui qui connaît les cours qui sont dispensés par ses professeurs. Donc, la première chose que vous faites, elle est évidente, c'est de bien regarder ce qui vous est reproché. Si vous n'avez rien reproché, si aucune insuffisance n'est caractérisée, il faut faire une belle lettre de réponse en disant qu'aucune insuffisance n'est caractérisée. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je peux pas aller facilement beaucoup plus loin pour vous dire quels sont les critères. Je vous invite à aller lire, c'est fastidieux, mais il faut aller le lire, l'article L 131-1-1 du Code de l'éducation, et vous allez voir ce que c'est que l'instruction obligatoire. Voilà. Vous verrez qu'on peut en discuter pendant des heures. Les avocats étant un peu bavards, je reprends le pouvoir. Merci beaucoup, maître Delacoste, de toutes ces précisions qui m'ont paru très claires. Alors, nous répondons en parallèle aussi sur les questions, nous répondons donc par écrit aussi aux questions les plus courtes. Donc, regardez bien la partie écrite des commentaires. Et par ailleurs, pour les questions effectivement complexes, nous répondrons par mail dans les prochains jours. Alors, nous allons donc passer maintenant à l'instruction en famille. C'est naturellement la partie qui a fait couler le plus d'encre à juste titre, puisque c'est là qu'il y a eu un bouleversement très réel, puisque nous sommes passés de régime de déclaration de l'instruction en famille où on n'avait pas à se justifier, à un régime d'interdiction de l'instruction en famille, sauf dérogation pour des cas très précis, et dérogations qui sont en général données pour une année renouvelable. Donc nous rentrons dans une logique très administrée et une logique dérogatoire, et donc une logique forcément où il y a une forme de facto de stigmatisation ou de discrimination rampante, puisque la logique désormais c'est de scolariser ses enfants en institution scolaire, en école, et que si on ne le fait pas, ce n'est pas normal, il faut trouver à le justifier et à expliquer pourquoi on se retrouve donc contraint à cette extrémité en quelque sorte. Pourquoi donc il faut priver l'enfant de la scolarisation, du bien de la scolarisation. Et donc l'idée, l'idéologie sous-jacente, c'est que dans tous les cas, sauf cas extrême, en tout cas a priori, la scolarisation collective est préférable à la scolarisation individuelle, enfin l'instruction individuelle dans le cas de la famille ou avec un précepteur. Bon, c'est un a priori qui n'est pas démontré, qui est d'ailleurs très contestable et qui ne correspond pas à la pratique qu'il y a eu dans de nombreux pays, dans de nombreuses sphères de la société et par le passé. Et on sait que par exemple dans la Silicon Valley,
les personnes qui ont bénéficié d'instruction en famille, de parcours assez autodidactes, avec ou sans support par correspondance, sont très nombreuses et que c'est un facteur de créativité qui est aujourd'hui tout à fait reconnu, de même que le recours à des pédagogies innovantes et alternatives qui ont tendance aujourd'hui à stimuler la créativité et à faire des êtres qui sont peut-être plus disruptifs, comme on dit aujourd'hui, en tout cas plus capables d'innovation. Donc là, nous faisons face à une situation qui est une décision de type politique ou idéologique de l'État, qui considère, sans le démontrer, et on voit notamment que c'est pas démontré dans l'étude d'impact de la loi, qu'il est préférable de scolariser les enfants dans des institutions plutôt que de les laisser scolariser dans un cadre individuel et familial par les parents ou par des précepteurs. Donc, ce grand changement est absolument manifeste. Et il y a donc un juste émoi, et on reviendra derrière sur les 4 motifs possibles pour scolariser son enfant. On verra aussi que il y a une période charnière avec cette année-ci, cette année scolaire-ci, et que les gens qui sont intéressés par la pratique de l'instruction en famille ont tout à fait intérêt à pratiquer l'instruction en famille cette année, à continuer à le faire ou à commencer cette année, parce que s'ils le font cette année, ça leur donne droit, si les résultats semblent suffisants lors des inspections, ça leur donne droit à continuer 2 années de plus, en dehors des 4 cas qu'on va développer ensuite. Et donc cette année, l'année qui ouvre, on est encore sous le régime classique de déclaration, on n'a pas à motiver son choix, on n'est pas dans un régime d'autorisation, on n'est pas dans le régime des 4 cas uniquement. C'est une année où les gens qui s'intéressent à l'instruction en famille ont intérêt à le faire. Et ensuite, si les inspections se passent bien, ils pourront continuer donc 2 années de plus. Par contre, les gens qui voudraient le faire l'année prochaine ne pourront le faire que s'ils correspondent aux 4 cas. Mais Pierre-Hugues Barret va expliquer tout ça beaucoup plus précisément que moi. Et ensuite, nous verrons naturellement avec Maître de la Costa-Raimondi les recours possibles, ce qu'on peut faire, sachant que dans la situation actuelle, nous sommes en attente des décrets. Autant sur la partie des écoles hors contrat, il n'y a pas tellement d'enjeux de décret, de rédaction de décrets. Autant sur l'IEF, la question de la rédaction des décrets est absolument cruciale. Et donc, c'est important de les surveiller, peut-être d'y participer pour ceux qui veulent essayer de donner leur avis à l'administration. Et puis, bien d'attaquer ces décrets s'ils ne correspondent pas à la loi. Et je cède la place donc à Pierre-Hugues Barret qui vous expliquera la nature de la décision du Conseil constitutionnel qui est assez surprenante, qui est un choc pour beaucoup de spécialistes du droit constitutionnel et du droit public, et puis qui est naturellement un choc pour ceux qui sont attachés à cette liberté, qui, si elle n'est pas répandue dans absolument tous les pays, est quand même une liberté forte dans notre histoire, une liberté qui a été reconnue par la loi Ferry, et donc une liberté auquel nous tenons tout particulièrement. Voilà, donc je cède la place à Pierre-Hugues Barret. Bien, donc on change de sujet, on quitte le hors-contrat pour évoquer les changements de la loi concernant l'instruction en famille. J'emploierai souvent l'acronyme IEF. En l'état antérieur des textes, comme vous le savez, les parents ou les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire un enfant ayant entre 3 et 16 ans, 3 ans depuis la loi Blanquer de 2019, loi pour l'école de la confiance de mémoire. Donc, en l'état antérieur des textes, les parents qui avaient un enfant entre 3 et 16 ans étaient tenus à une déclaration annuelle auprès du maire et auprès du rectorat lorsqu'ils décidaient de lui donner l'instruction dans la famille. À ce régime de déclaration est substitué un régime d'autorisation, et d'autorisation annuelle, selon des critères légaux qui sont limitativement énumérés. Ces dispositions-ci, ces nouvelles dispositions en matière d'IEF, ont vocation à s'appliquer dès la rentrée 2022. En revanche, et ce sera, je crois, aussi un peu l'objet de ce que je vais dire et de ce que Hugues de la Costa-Raimondi dira ensuite, les situations acquises sont maintenues à titre transitoire. J'y reviendrai un peu plus tard.
Les contrôles, en revanche, eux, ne sont pas véritablement modifiés. C'est-à-dire que l'état antérieur des textes demeure en partie sur la question des contrôles. C'est-à-dire qu'il y a 2 contrôles qui sont prévus par le Code de l'éducation et qui sont mis en œuvre conjointement par le maire et par l'autorité compétente en matière d'éducation, qui ne contrôlent pas exactement la même chose. Le rectorat vérifiera que l'enseignement assuré est conforme aux droits de l'enfant à l'instruction, c'est-à-dire grosso modo le socle commun, et il s'assurera également que l'instruction dispensée dans la famille ne l'est que pour les enfants d'une seule famille. En effet, un établissement scolaire commence dès lors que l'on accueille les enfants de plus d'une famille. C'est pourquoi il faut être très vigilant. Si vous choisissez d'avoir plusieurs enfants chez vous lorsque vous faites l'IEF, eh bien je vous informe, vous ne faites pas l'IEF, vous êtes un établissement clandestin. Puisqu'en effet, si vous accueillez des enfants de plus d'une famille, il faut alors être ERP 5e catégorie, il faut réaliser la déclaration auprès du rectorat qui l'enverra ensuite aux 3 autres autorités. Enfin, il faut créer une école hors contrat. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez le faire. Et quant au maire, lui, le contrôle du maire, c'est la vérification de la réalité des motifs avancés par les parents pour l'obtention de l'autorisation. Alors, donc, je parlerai un peu plus tard des dispositions transitoires. En ce qui concerne les 4 critères retenus pour obtenir l'autorisation d'IEF, l'autorisation d'instruire son enfant en famille, les 4 critères sont les suivants. Premier critère, l'état de santé de l'enfant ou son handicap. Deuxième critère, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Troisième critère, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Donc s'il y a un établissement scolaire privé à côté de chez vous, ça ne marche pas. C'est l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Et le quatrième, qui est celui qui est, dirais-je, la seule porte d'entrée, ou seule porte de sortie selon comment on se place. Si on veut pratiquer l'IEF et qu'on a un enfant qui n'est ni sportif, ni artiste intensif, ni handicapé, et qu'on n'est pas dans une famille qui se déplace beaucoup en France, ou qui se trouve complètement isolé, le quatrième critère, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant, motivant le projet éducatif, sous réserve que les parents, ou que les personnes auxquelles les parents souhaitent confier la charge de l'instruction, soient en capacité d'instruire l'enfant. Bien, puisque le projet de loi, qui n'est plus un projet d'ailleurs, qui est une loi, institue un régime d'autorisation, remplir les nouveaux critères légaux ne suffira pas. Il ne se suffit pas de dire je remplis les critères légaux et donc je peux instruire mon enfant en famille. Non, il faut que les parents ou les personnes responsables de l'enfant, pour raccourcir je vais dire les parents, mais ça inclut les personnes responsables de l'enfant si par hasard ces personnes-ci ne sont pas les parents. Donc les parents qui souhaiteront opter pour l'instruction en famille devront, outre motiver leur démarche et satisfaire aux conditions, ils devront en demander l'autorisation à l'administration. Et cette autorisation ne sera valable que pour une année, avec éventuellement une dérogation pour le premier critère en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant ou son handicap. Il est possible que le critère décide que cette autorisation sera, mettons, pluriannuelle. Mais le principe, c'est que l'autorisation n'est valable que pour une année. Donc si on en veut une autre, il faut la redemander. Et donc à nouveau remplir les critères, etc. J'ajoute que le silence gardé par l'administration, c'est-à-dire que pendant 2 mois après réception de votre dossier complet pour avoir demandé l'IEF, si le rectorat ne répond pas, ça vaut décision d'acceptation. Voilà. Le silence de l'administration vaut décision implicite d'acceptation. C'est d'ailleurs la même chose que lorsqu'on ouvre une école hors contrat au passage. Le Conseil constitutionnel a été saisi de tout l'article. Je précise d'ailleurs que l'association crée son école avec un certain nombre de professeurs de droit, dont le professeur Pierre Delvolvé. Pour ceux qui s'intéressent un peu au droit public, savent que c'est une référence en la matière. On avait envoyé tout un tas d'arguments juridiques au Conseil constitutionnel pour le convaincre de censurer l'article. Néanmoins, cette décision ne nous a pas donné raison. Le Conseil constitutionnel, donc saisi de tout l'article, n'a statué que sur le principe de l'autorisation et sur la valeur de l'IEF. Pour simplifier, dans une décision en 1977, le Conseil constitutionnel a estimé que la liberté d'enseignement a valeur constitutionnelle. Autrement dit, une loi ne peut pas porter atteinte à la liberté d'enseignement
parce qu'il y a une hiérarchie des normes, pyramide si vous voulez. Et si une loi porte atteinte à un principe constitutionnel, eh bien le Conseil constitutionnel censure la dite loi. Et le Conseil constitutionnel a estimé en 1977 que la liberté d'enseignement est une liberté constitutionnelle, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, pour être plus précis, mais j'entre pas dans les détails. En revanche, bon, donc, dans l'esprit de beaucoup, la doctrine était un peu divisée, mais dans l'esprit de beaucoup, entre 1977 et le 13 août 2021, on pensait que la liberté d'enseignement incluait les établissements publics, les établissements privés, qu'ils soient hors ou sous contrat, et l'instruction en famille. Eh bien perdu, puisque le 13 août, le Conseil constitutionnel a estimé que l'instruction en famille n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, n'est pas une partie de la liberté d'enseignement, mais ne serait qu'une modalité de mise en œuvre de l'obligation d'instruction. Et donc il l'a fait complètement quitter le giron constitutionnel de telle sorte que, in fine, le législateur pourrait par exemple la supprimer. Donc le Conseil constitutionnel valide le principe d'autorisation. L'argument consistait à dire, regardez, puisque l'IEF est une liberté constitutionnelle, maintenant on sait que ce n'est pas le cas, mais l'argument consistait à dire, regardez, cher Conseil constitutionnel, puisque l'IEF est de valeur constitutionnelle, il faut maintenir le régime de la déclaration, et on ne peut pas lui substituer le principe de l'autorisation préalable sur critères limitatifs et pour une année seulement. Bon. En revanche, le Conseil constitutionnel n'a pas validé les motifs pour l'octroi de l'autorisation. C'est-à-dire que j'ai cité les 4 motifs. Pour le 4e, il a rendu j'en parlerai dans un instant, il a rendu ce qu'on appelle une réserve d'interprétation, c'est-à-dire qu'il a lu le 4e critère de manière précise, ce qui va plutôt, ce qui permet de réduire la marge de manœuvre du gouvernement, mais il n'a pas validé les critères. À propos du 4e critère, donc l'existence d'une situation propre à l'enfant qui motive le projet éducatif sous réserve que les personnes responsables justifient de leur capacité d'instruire, pour ce critère-ci, le Conseil constitutionnel a estimé que le gouvernement, lorsqu'il prendra son décret d'application, ne peut rien ajouter au texte de la loi. Donc de telle sorte, on peut dire que ça simplifie entre guillemets les choses et que ça limite la marge de manœuvre de l'administration. Ce sera un tout petit peu plus délicat pour l'administration de justifier ses décisions de refus. En revanche, il y a une autre conséquence sur le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas validé les critères de l'autorisation, c'est que ces critères ne sont donc pas de valeur constitutionnelle et par voie de conséquence, ils peuvent être supprimés par le législateur. Même si il est peu probable que l'état de santé, le critère sur l'état de santé de l'enfant et que le critère sur l'itinérance soit supprimé, c'est peu probable, puisque là, ça remettrait en cause le droit à l'instruction de l'enfant qui ne peut de toute manière pas être dans un établissement scolaire public. En outre, mais ça je laisserai la parole à Hugues Delacoste-Raimondi sur ce point-là, mais des recours administratifs individuels, des recours pour excès de pouvoir sont tout à fait possibles sur les décisions de refus des rectorats. Si vous dites si je remplis bien le critère, le rectorat dit non, vous pourrez évidemment le contester. J'ajoute peut-être un élément positif également sur l'IEF, c'est que désormais les personnes qui pratiquent l'IEF peuvent bénéficier, après 2 années complètes d'instruction en famille et sous couvert que les inspections n'aient pas donné lieu à des avis négatifs, ces personnes-ci peuvent bénéficier des valorisations des acquis de leur expérience professionnelle. Donc en fait le gouvernement, le législateur, reconnaît la valeur entre guillemets de l'IEF, bon, une fois qu'on a passé les fourches codines des critères. Je pense que vous avez un certain nombre de questions sur ce point-là. Figurez-vous que j'en ai également, donc je vais vous soumettre les interrogations qui sont les miennes avant de céder la parole. Une loi est par définition générale et abstraite. C'est d'ailleurs une des définitions de la loi, hein, acte du Parlement qui est général et abstrait. Et donc il ne peut pas être précis. Pour être précis, ce sera le décret d'application. Et donc il y a un certain nombre de questions qui demeurent. Par exemple, qui détermine qu'un élève est sportif ou artiste de haut niveau ? Comment est-on artiste de haut niveau, enfin intensif ? Comment est-on sportif intensif ? S'il s'agit des résultats, ça ne préjuge pas des besoins de son entraînement, de l'entraînement du sportif intensif. S'il s'agit de son entraînement, il ne préjuge pas de ses résultats à venir. Il s'agit, comme dans l'enseignement supérieur, des compétitions, des expositions ou des concours auxquels participe ce sportif, je ne vois pas ce critère s'appliquer à de très jeunes enfants. Et quid des élèves ?
qui pourraient devenir sportifs de haut niveau avec davantage d'entraînement, mais qui, parce qu'ils sont forcés de suivre une scolarité dans un établissement, ne parviendront jamais à ce niveau d'excellence. Comment déterminer la potentialité d'un enfant à devenir ou à ne pas devenir sportif de haut niveau? Comment ça se fera? De même, quelle forme devra épouser le dossier arguant de l'existence d'une situation propre à l'enfant, le fameux 4e critère? Sur quels critères déterminer que les parents sont capables d'instruire leur enfant? Est-ce que ce sera le niveau de diplôme? Est-ce qu'il y aura une harmonisation entre le niveau de diplôme qu'il faut pour enseigner dans un établissement hors contrat, à savoir 2 années d'études après le baccalauréat, et celui pour pouvoir pratiquer l'IEF? Ce qui, d'une part, contredit la valorisation des acquis de l'expérience que je viens de mentionner en disant qu'en fait, c'est quasi déjà avoir un diplôme que de pratiquer l'IEF, mais qui, en outre, crée un lien qui n'existe pas entre la capacité pédagogique, l'aptitude à instruire et le niveau de diplôme. On sait bien que ce ne sont pas les purs produits académiques qui sont les meilleurs enseignants. De même, en ce qui concerne l'itinérance de la famille, quid des parents qui viennent d'arriver en France, mettons, et qui quitteront le pays sous peu? Est-ce qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement pendant les 2 mois qui correspondent au délai de réponse de l'administration ou pas? Quant au 3e critère, le 3e critère, c'est celui de l'éloignement géographique des parents. Comment apprécier la notion de trop loin? Il y aura 2 possibilités pour le décret. Soit le décret donnera un numéro. Il dira par exemple 30 km, c'est trop loin dans l'absolu. Si vous êtes à plus de... Mais c'est une invention, on ne sait pas ce qu'il dira. Mais mettons qu'il dise, si vous habitez à plus de 30 km d'un établissement scolaire public, c'est loin. Mais qu'est-ce qui se passe si vous habitez à 25 km par exemple, mais que vous n'avez pas de voiture? Ou que vous habitez à la montagne? Ou que vous avez votre voiture, mais qu'on vient de vous retirer votre permis? Toutes ces questions-là ne sont pas... Il n'y a pas de réponse à ces questions. On ne sait pas comment apprécier juridiquement la notion de trop loin. Et voilà. Et je conclus, avant de céder la parole à Hugues de Lacoste-Larimondi, sur la disposition transitoire. Il se trouve que le législateur a décidé que ces dispositions-ci, à l'origine, dans le discours au Murau d'Emmanuel Macron, le président de la République a dit que c'est à la rentrée septembre 2021 que s'appliqueront les restrictions à l'IEF. Finalement, puisque les débats ont été longs, etc., et puisqu'il y a eu quand même un certain nombre d'oppositions, et c'est heureux, une disposition transitoire, je vous la lis, par dérogation, l'autorisation est accordée de plein droit pour les années 2022-2023 et 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022, c'est-à-dire l'année qui arrive, et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du 3e alinéa auront été jugés suffisants. Sur cette question-ci, je cède la parole, donc la question de la disposition transitoire, vous l'aurez compris, je cède la parole à maître Hugues de Lacoste-Larimondi. Oui, vous avez tous compris que la grande innovation, et elle n'est pas favorable à l'enseignement, à l'instruction en famille, c'est l'autorisation. Vous avez compris en écoutant le professeur de droit qui scrute les textes de loi comme un douanier scrute le coffre d'un véhicule. Vous avez compris que les cas limitativement prévus pour être autorisés à instruire en famille sont larges. Il y en a certains qui sont précis, mais il y en a qui sont larges. Et on ne sait pas exactement comment ce sera interprété. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, pour rebondir sur ces derniers propos, il vous a bien expliqué que ceci n'entrerait en vigueur qu'à la rentrée scolaire septembre 2022. Et il vous a expliqué, c'est ce qu'il appelle les dispositions transitoires, il vous a expliqué que la loi du 24 août prévoit que en 2022-2023, dans un an, et en 2023-2024, dans 2 ans, auront automatiquement le droit de poursuivre l'instruction en famille comme ils le faisaient en 2021-22, c'est-à-dire cette année, ceux dont on aura jugé, c'est le texte de loi qui dit ça, que les résultats de contrôle ont été jugés suffisants, concrètement. Et c'est à ça qu'il faut que tous les parents
qui se livrent à l'instruction en famille cette année veillent. C'est fondamental. Les parents qui cette année se livrent à l'instruction en famille et qui veulent pouvoir continuer en 2022-23 et 23-24, c'est dans les 2 années qui suivront celles qui démarrent, doivent veiller au rapport de contrôle qu'ils vont recevoir cette année. Ils savent, vous savez tous, que vous allez être contrôlés. Et on va vous notifier les résultats du contrôle. C'est-à-dire qu'on va vous écrire pour vous dire ce qu'on pense de l'instruction que vous donnez en famille à vos enfants. Et là, la loi ne dit pas, et c'est là la subtilité à laquelle il faut bien penser. La loi ne dit pas qu'à l'issue du contrôle, on vous dira que votre instruction est suffisante et que les résultats sont suffisants. C'est le contraire qu'on vous dira. On vous préviendra si on estime que les résultats sont insuffisants. Or, si vous avez bien retenu, c'est un peu technique, vous aurez le droit automatiquement à continuer l'instruction en famille en 22-23 et en 23-24 si vos résultats d'instruction en famille en 21-22 sont suffisants. C'est ce que dit la loi nouvelle. Mais comme je viens de vous le dire, la loi dit que quand on contrôle l'instruction en famille, on ne prévient les parents que si l'instruction est jugée insuffisante. Alors comment allez-vous faire cette année si on ne vous a pas écrit, car on ne vous l'écrira pas, que vos résultats sont suffisants pour prétendre en 22-23 et en 23-24 à l'autorisation de plein droit prévue pour poursuivre l'instruction en famille? Eh bien, la réponse, elle est là. Si jamais vous ne recevez pas cette année de résultats de contrôle insuffisants, eh bien, on considérera que vos résultats sont jugés suffisants. Mais il faut bien y veiller. C'est pas la peine d'exiger, d'écrire, de réclamer et de demander au rectorat qu'ils vous écrivent que vos résultats sont suffisants. L'essentiel est qu'il ne vous ait pas écrit qu'ils sont insuffisants. Voilà le petit point de détail, mais le diable est dans les détails. Et croyez-moi, et croyez l'avocat qui pratique le contentieux, ça a son importance. Il faut donc bien veiller aux lettres de notification des résultats du contrôle que vous aurez cette année à partir du 3e mois après la rentrée, c'est-à-dire à partir du mois de novembre. Si on vous écrit en toutes lettres, si vous trouvez en toutes lettres le qualificatif insuffisant, vous savez que vous allez devoir le contester, sinon vous serez soumis en septembre 2022 aux 4 cas restrictifs et limitatifs pour poursuivre l'instruction en famille. Si vous voyez l'adjectif insuffisant dans la lettre de notification des résultats du contrôle, alors il va falloir le contester si vous voulez prétendre à poursuivre l'instruction en famille automatiquement de plein droit en 2022-23 ou en 2023-24. Voilà le petit point sur lequel je souhaitais absolument attirer l'attention de tous les parents qui se livrent à l'instruction en famille cette année. Voilà. C'est ce que je voulais dire de plus important, oui. Alors, je regarde encore un petit peu si on reçoit des questions. Nous avons répondu pas mal par SMS, mais aussi pour des questions parfois compliquées, nous avons proposé de les envoyer par message à contact@educfrance.org ou contact@créer-son-école.org, c'est pareil. Donc il y a des questions notamment qui disent qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'inspection IEF. Bon, ça, Maître Delacoste y a répondu. Normalement il y en aura, mais s'il n'y en a pas, eh bien ça profite entre guillemets à la famille. Voilà. Alors, si jamais certaines questions ont été oubliées, n'hésitez pas à les reposer par mail, parce qu'il y avait une avalanche de questions, c'était pas évident de voir. En tout cas, vous avez été très nombreux à participer. Certains à poser des questions, une minorité, mais une minorité active.
N'hésitez pas donc à nous faire part de vos raisonnements, de vos hypothèses, de vos questions, de vos inquiétudes. Nous répondrons pour autant que nous sommes au courant donc, de ces éléments, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent des décrets. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce Facebook Live. Je remercie donc Matt Delacoste, Larry Mondi et Hugues Barré d'avoir participé. Je remercie aussi toute l'équipe de Création d'école et Éduc France qui s'est mobilisée en parallèle pour organiser cet événement. Et je rappelle que l'association Création d'école organise des coachings, organise des accompagnements des créateurs d'école, accompagnement mixte à distance ou accompagnement en présentiel, accompagnement sur 6 mois, accompagnement aussi sur 1 année. Nous avons aussi notre hotline juridique pour répondre plus ponctuellement aux questions. Enfin, l'idéal quand même, c'est lorsqu'on a envie de créer une école, c'est de se faire accompagner de manière structurée pour pouvoir envisager, anticiper les difficultés et faire partie aussi d'une communauté active de gens qui se serrent les coudes, qui échangent les bons plans, qui échangent les idées, qui parfois créent des synergies. Et donc, nous avons des communautés très actives de créateurs d'écoles et de véritables promotions qui ensuite se retrouvent sur notre système de suivi des créateurs d'écoles. Et dans très peu de temps, nous aurons un nouveau site avec un Learning Managing System, que d'anglais, enfin bref, un système en tout cas qui permet de bien suivre et de mettre tous les supports de formation, vidéo, écrits, et surtout de bien suivre chaque personne qui se forme, et bien l'accompagner de manière à ce qu'il puisse aller jusqu'à la création d'école avec succès. Et puis pour les directeurs qui sont déjà en fonction, eh bien mettre tous les supports, les modèles, les documents dont il a besoin dans son espace de formation personnalisé. Donc voilà. Par ailleurs, pour les journalistes, nous vous invitons, et puis pour ceux qui voudront voir après coup la vidéo, mais pour les journalistes, nous vous invitons à participer à la conférence de presse de ce lundi 30 à 14h à Paris, dans le 11e. Toutes les informations sont données donc pour nous rejoindre dans cette conférence de presse. Il n'y a que 30 places possibles avec le Covid et donc c'est réservé aux journalistes et quelques dérogations. Donc il faut nous demander, les inscriptions sont obligatoires. Les inscriptions sont sur liberté@educfrance.org. Il reste encore des places, mais pas énormément. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez participer à cette conférence de presse. Et la conférence de presse fera le point des nouvelles créations d'écoles, comme l'année dernière, c'est la conférence de presse de rentrée, mais aussi fera le point sur ce qui change cette année, que penser de la décision du Conseil constitutionnel, de l'impact de la loi séparatisme. Et puis, c'est le moment le plus sympathique, la parole sera donnée à un certain nombre de créateurs d'écoles qui témoigneront de leur vision éducative, de leurs projets, et qui nous feront partager leur enthousiasme et leurs innovations pédagogiques. Donc il y a des écoles très différentes. Je vous invite vraiment à participer donc après coup, puisque la vidéo sera rediffusée, ou à venir sur place si vous êtes journaliste ou vous avez une motivation très, très spécifique. Voilà, je vous remercie pour tout ça. N'hésitez pas à vous rendre sur nos sites. Donc le site veille d'information, partage d'informations qui est educfrance.org et les réseaux sociaux associés, mais aussi le site Créer son école, qui est le site sur lequel il y a une information généraliste, une veille juridique, mais surtout toutes les actualités en termes d'action, de défense, et toutes les formations réservées aux créateurs, aux directeurs, mais aussi aux professeurs. Nous avons noué un certain nombre de partenariats avec des spécialistes des enfants à haut potentiel pour un certain nombre de formations de professeurs, spécialistes des soft skills pour d'autres formations, spécialistes aussi des enfants neuroatypiques. Donc toutes ces formations sont dispensées, aussi formation Montessori, toutes ces formations sont dispensées en partenariat avec des écoles spécialistes ou des centres de formation spécialistes, de manière à vous proposer la formation la plus pointue, la plus adaptée, la plus exigeante qui soit et répondre à vos attentes. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce Facebook Live, n'hésitez pas à faire connaître nos comptes et nos réseaux sociaux aux gens qui s'intéressent à la liberté d'enseignement, qui s'intéressent à l'éducation, qui s'intéressent aux enfants. Merci beaucoup et haut les cœurs. À bientôt.